Et si l'avenir des entreprises se jouait dans ce qu'elles ont de plus vivant? Moi, c'est Johan Darkest, et dans Capital Humain 3.0, je vous embarque pour une nouvelle ère où le potentiel humain devient le moteur de la transformation. Des idées concrètes, des voix inspirantes, des clés pour attirer, développer et fidéliser autrement. Parce qu'au cœur de la performance durable, il y a vous, moi, nous. Bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast où le cœur et le cerveau battent à l'unisson. Bonjour et bienvenue dans Capital Humain 3.0, le podcast qui place le potentiel humain au cœur de la transformation des organisations. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode, l'épisode numéro 2. Et aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler d'un sujet aussi passionnant que clivant. Il s'agit du développement personnel appliqué à l'entreprise. Alors certains l'associent à une démarche de bien-être, un peu gadget, c'est une vision, et d'autres y voient une clé stratégique de transformation. Alors qu'en est-il vraiment ? Et si le développement personnel, loin d'être une affaire privée, ça devenait le socle d'une performance collective, durable, humaine et alignée ? C'est ce qu'on va explorer ensemble dans les prochaines minutes qui suivent. Alors déjà, je voudrais aborder avec vous quelque chose de très simple, c'est comment définir le développement personnel en entreprise. Alors quand on parle de développement personnel, il y a beaucoup d'idées préconçues. Beaucoup imaginent du yoga, de la méditation, des stages de pleine conscience. Donc ça existe. Mais dans le contexte professionnel, il s'agit avant tout de développer 3 points essentiels selon moi. Le petit 1, c'est développer la connaissance de soi. L'autre, le petit 2, c'est la régulation émotionnelle. Et le 3, la clarté mentale. Et bien évidemment, dans tout ça, c'est de renforcer sa capacité à agir de façon alignée et autonome. Alors ça peut passer par, je dirais, plusieurs choses. Des outils. Alors des outils, il y en a plein. Comme le MBTI, le DISC, ça c'est des outils assez connus du monde des DRH. Puis d'autres un peu moins connus comme l'énéagramme, l'approche couleur, et encore moins d'autres, mais plus connus dans le monde anglo-saxon et aux États-Unis, le design humain. Au passage, j'ai été formé au design humain. C'est un outil passionnant et qui peut donner des clés très précieuses pour plein de choses. Donc on verra ensemble un petit peu plus loin. Alors ça peut passer aussi par des pratiques, la méditation, la supervision, le coaching, l'introspection, des choses comme ça. Et aussi, ça passe le développement personnel par des réflexions sur ses propres valeurs, ses limites, son impact dans les relations et les décisions, dans un écosystème avec des collègues, une hiérarchie, etc. Voilà. Donc il y a tout ça qui rentre en compte. Alors pourquoi c'est important d'aborder tout ça? Parce que la performance durable commence par déjà l'alignement personnel, avant que ça soit un alignement collectif. C'est super important. Alors, on peut partir du collectif, aller vers l'individuel et partir de l'individuel vers le collectif. C'est pas un problème. Mais c'est important de faire un focus sur l'alignement personnel. Et un collaborateur qui se connaît mieux, il agit plus justement, il communique mieux, il se responsabilise. Voilà. Donc il est plus efficient. Voilà. Et il est plus à l'aise dans la réalisation de son poste. Et dans la perception justement de son rapport au travail. Selon Gallup, alors une étude de 2022, autant pour moi, il y a 85% des salariés dans le monde qui se disent désengagés. En France, c'est aussi le cas, de manière très, très notable, donc ça je vous apprends rien. Et le développement personnel, c'est un levier direct pour réactiver de l'engagement en se reconnectant au sens. Et ça, c'est une notion qui est très importante. Alors rapidement, on peut aussi aborder qu'il y a des applications concrètes en entreprise. C'est pas, je vais en lister quelques-unes que j'ai pu glaner ça et là. Alors des exemples d'applications directes du développement personnel en entreprise, on peut avoir, bien évidemment, bon ça c'est plus connu, mais les formations sur les soft skills. Vous savez aujourd'hui que les soft skills sont des enjeux majeurs dans l'entreprise, que les recruteurs sont très attentifs à ces notions-là auprès des candidats,
parce que la technique, on se forme et de plus en plus à des dimensions techniques. L'intelligence artificielle prend aussi en charge de plus en plus des éléments de la technique. Et ce qui fait la différenciation de l'être humain, c'est notamment ses soft skills. Et c'est un enjeu majeur. Donc dans les formations soft skills, on peut travailler notamment sur le leadership conscient pour gagner en assertivité, en écoute active, en gestion du stress, en apprendre à communiquer de manière non violente. Ça, c'est super important. Par exemple, chez Danone, les managers suivent des modules sur la communication non violente et la régulation émotionnelle. Moi, par le passé, pour avoir testé ces types de formations, je les trouve très enrichissantes. Il y a des outils et des clés qui sont précieuses, des mécaniques. Alors, on n'arrive pas forcément au départ. En fait, c'est une gymnastique, c'est comme un entraînement. On est programmé en fait à communiquer en utilisant la négativité, par exemple. Je ne veux pas faire ça, ou je ne veux pas que tu sois comme ça, etc. Et ces formations sont très précieuses parce qu'elles apprennent à adopter une autre sémantique. Et on sait que le pouvoir des mots a un impact très important sur la psyché humaine, euh, sur les émotions, sur la régulation des émotions notamment. Donc c'est des outils qui sont très précieux. Et moi, pour les avoir testés, c'est vraiment top. Les autres choses qu'on peut remarquer en application directe, c'est le coaching individuel et collectif. Par exemple, un cadre qui prend conscience de son mode de fonctionnement en stress, ce qui arrive assez généralement, et apprend à ajuster ses réactions. Ça, c'est l'outil du coaching est très très utile parce que nous sommes des êtres humains, nous sommes programmés aussi depuis notre temps d'enfance, même des fois depuis l'embryogenèse, à avoir des réactions comportementales qui sont issues de nos parents, de notre tissu familial et de notre environnement large. Et quand il y a des situations analogues qui viennent se charger, ce qui est le cas dans un contexte de travail, un cadre, un manager en situation de stress, il va avoir tendance à réagir de manière instinctive et parfois de manière pas forcément toujours appropriée. Le fait d'en prendre conscience et d'avoir envie de changer et de faire appel à des outils de coaching et d'autres outils complémentaires pour déprogrammer et pour avoir une autre posture, ça peut être très très efficace. Et il y a de super résultats. Autre exemple, un manager impulsif qui découvre ses mécanismes défensifs via l'énéagramme. L'énéagramme, voilà, c'est un outil de connaissance de soi. Je vais pas rentrer dans le détail parce que je ferai d'autres podcasts spécifiques sur ces thématiques avec des études de cas. C'est plus pour introduire une notion générale. Voilà, et ça permet l'énéagramme notamment d'adapter son style de leadership en fonction de la connaissance de nos modes de fonctionnement, de mécanismes défensifs. D'autres applications qu'on peut avoir, ce sont des rituels d'équipe. Les cercles de parole, les météos émotionnels, quoi d'autre, des feedbacks constructifs, des bilans aussi par rapport au sens individuel versus synergie par rapport au sens collectif de l'organisation. Ça, c'est intéressant. Un exemple concret, je me suis noté, c'est chez Decathlon. Il y a des rituels d'équipe qui incluent des temps de gratitude et d'introspection collective, qui amènent une énergie, une dimension de valorisation collective qui est forte, et ça influe beaucoup sur les journées. Et ça, c'est très très important. Se féliciter, avoir un discours positif, de valorisation, c'est très très important. Voilà. Donc ça, c'est un exemple avec des rituels d'équipe. Alors bien sûr, bien évidemment, ça se structure, ça se cadre, etc. Ça s'accompagne et on peut avoir des professionnels qui nous accompagnent dans la structuration de ces rituels pour que ça soit plus efficace. Autre point, des programmes structurés. Alors ça, on part sur le continent américain, mais Google a développé le programme Search Inside Yourself, un programme qui mêle mindfulness, neurosciences et leadership. Voilà, qui est axé sur une connaissance de soi avec des temps d'introspection et aller comprendre au fond de soi qui on est vraiment, en utilisant des techniques de visualisation, voilà, de projection et
et pour renforcer un leadership. Donc, je rentrerai dans le détail si ça vous intéresse dans d'autres podcasts, mais voilà, ça a une efficacité assez certaine. Et selon Deloitte, sur une étude de 2021, il y a 73% des jeunes collaborateurs qui considèrent que la croissance personnelle est plus importante que le salaire. Donc ça, le message est clair. Aujourd'hui, ça fait partie des leviers. On parle de marque employeur souvent, donc pour attirer des jeunes candidats qui ont envie de s'investir dans une organisation. Ils ne viennent pas chercher qu'un travail, mais aussi à ce que l'organisation vienne les aider à progresser sur ces soft skills, sur cette croissance personnelle, pour capitaliser une meilleure efficacité, une meilleure approche de leur poste de travail, un meilleur relationnel. Donc voilà. Donc aujourd'hui, c'est quand même 73% des jeunes collaborateurs. C'est quand même important. L'autre point que je voulais voir avec vous et vous faire part, c'est les bénéfices et les impacts. Alors bien évidemment, pour sortir un peu des clichés de gadgets, parce que souvent en fait, ces initiatives ont été raillées par beaucoup, souvent à juste titre, mais pas toujours. En fait, ce qui est important, c'est de mesurer les bénéfices et les impacts. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on a des outils. C'est quand on lance un programme de développement personnel à moyenne, grande échelle dans une organisation, c'est de positionner des indicateurs de mesure euh, économiques et sociales pour évaluer la performance économique et sociale. Pour la performance économique, alors je fais un petit aparté, mais je ferai une émission aussi peut-être avec une invitée si je peux, s'il est OK, pour parler de l'IBET, l'indice de bien-être au travail, qui est un indice qui est de plus en plus utilisé en France et même au-delà en Europe, qui permet de donner un indice et qui se calcule qui fait un ratio, prenant en compte différents facteurs, donc le turnover, le coût de recrutement, le coût de licenciement, les arrêts de travail, maladies professionnelles, donc tout ce qui peut être mesuré en termes de désengagement des collaborateurs. Au passage, on sait, alors de mémoire, je crois qu'on est à peu près à 13 000 euros par an et par salarié, le coût de désengagement des collaborateurs pour une organisation, en moyenne, tout secteur confondu. Donc c'est quand même important. Et dans ces 13 000 euros, on considère qu'il y a 2/3, donc à peu près, on va dire 10 000 euros de coûts qui sont compressibles, c'est-à-dire qu'on peut agir concrètement pour diminuer ces coûts de fonctionnement au niveau humain, qui sont liés, je rappelle, à des désengagements des collaborateurs. Donc ça fait un petit pactole quand même. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, beaucoup de boards, de comités de direction, euh, ont une analyse financière avec une masse salariale, mais ne sortent pas forcément toujours les coûts de désengagement. C'est-à-dire c'est noyé dans une masse, et donc ça ne constitue pas toujours un indicateur clé de pilotage. Et donc avec l'IBET, on peut avoir un indicateur clé de performance euh, économique et croisé au niveau social. Donc ça, c'est intéressant. Donc l'idée, c'est de mettre un système de mesure. Et qu'est-ce qu'on peut avoir comme bénéfice mesurable? Donc individuellement, on peut avoir une meilleure gestion du stress, une plus grande clarté décisionnelle et plus d'initiative. Donc ça, c'est ce que chaque collaborateur peut, à différents degrés, bien évidemment, constater individuellement. Au niveau collectif, on peut constater, par exemple, une meilleure communication, moins de conflits, plus d'alignement stratégique, plus de cohésion, plus d'entraide. Voilà. Donc, on peut agir sur ces leviers-là et avoir ces bénéfices. Et au niveau de l'organisation, euh, sont une source HBR 2020, on peut avoir une augmentation de 41% d'engagement. Par exemple, en moyenne, c'est une étude qui a été faite. Euh, alors, vous verrez, il y a pas mal de choses dans cette étude, mais c'est intéressant. Et on a une diminution du turnover, un climat social renforcé, une hausse de l'innovation. Ça, c'est un facteur qui est souvent sous-estimé. C'est que de travailler en profondeur sur un programme ambitieux de développement personnel, ça permet notamment de créer des prédispositions à une amélioration de l'innovation. Ça, c'est important.
parce que on vient faire ressortir aussi les potentiels conscients et inconscients de collaborateurs pour les agréger dans des projets, dans différents projets, dans des structurations d'équipe, et tout ça, ça concourt à faire améliorer en fait l'innovation. Et on sait que l'innovation, c'est un enjeu stratégique aujourd'hui de développement de toute organisation. Donc un cas concret, par exemple, une PME industrielle qui a mis en place un programme de coaching humaniste auprès de ses managers intermédiaires. Donc après 9 mois, on peut constater une réduction de 38% des arrêts maladie, 25% de la satisfaction des collaborateurs. Donc le développement personnel, c'est pas juste un plus, ça peut être un investissement stratégique. Et bien évidemment, les réductions que je vous ai dit, 38% d'arrêt maladie, une hausse de 25% de la satisfaction collaborateur, ça rentre dans les calculs de l'IBET, l'indice de bien-être au travail, par exemple. Alors, je voudrais aussi pour aborder tous les freins et les idées reçues qu'on peut avoir. Alors, parfois à juste titre, et des fois, c'est pas toujours justifié. Donc souvent, les objections qu'on applique au développement personnel en entreprise, c'est ce n'est pas mesurable. Donc on vient de voir que ce n'est pas le cas, qu'on peut mettre en place des indicateurs de mesure. J'ai oublié de vous mentionner aussi qu'on a aussi des dispositifs de perception, de mesure de la perception en continu, de la qualité de vie et des conditions de travail des collaborateurs. Donc vous avez des systèmes aujourd'hui, des plateformes comme Cegid, Wetifit, Calisocial et d'autres, qui ont mis en place des outils où les collaborateurs peuvent donner leur perception de la qualité de vie et conditions de travail en continu. Et donc quand on met en place des programmes spécifiques ciblés, on voit que la perception augmente. Il y a une meilleure perception des collaborateurs, je veux dire plus positive, voilà. Et donc ça joue sur plein d'impacts et notamment les indicateurs clés qu'on peut retrouver dans l'IBET. Donc donc oui, c'est mesurable, et quand on greffe ces outils-là, on peut faire un monitoring pour les managers de terrain pour qu'ils puissent faire de la prévention. C'est la clé aujourd'hui dans tout ce qui est QVCT, prévention des risques psychosociaux, amélioration de la QVCT. En fait, c'est faire la prévention. Mais pour faire la prévention, il faut détecter des signaux faibles et il faut mettre en place des systèmes de mesure pour détecter des situations difficiles avant qu'elles prennent de l'ampleur, pour que les managers puissent en parler, faire un focus, désamorcer des situations. C'est très important. Donc moi, j'insiste lourdement, mais oui, il existe des systèmes de mesure, mais c'est important de le greffer sur une approche en continu, et pour que les managers puissent au quotidien, dans leur rituel, voilà, toutes les semaines, tous les 15 jours, faire un focus sur qu'est-ce qui est ressorti de l'évaluation en continu de la perception des collaborateurs par rapport à la QVCT, et de faire un zoom spécifique, collectif, et après d'aller détecter des situations, faire de la prévention sur des éventuelles difficultés. Donc les freins objectifs reçus, pour revenir à ça, oui, c'est mesurable. Donc les freins et les autres idées reçues qu'on a, ce n'est pas le rôle de l'entreprise. Alors, il y a ça, et ça ne concerne que la sphère privée. Alors, pour moi, je trouve que c'est important de bien faire la part des choses entre le domaine de la thérapie, du développement personnel, de la dimension du volontariat, et que ça soit pas imposé. Et en réalité, le développement personnel, il s'inscrit dans les objectifs QVCT, RSE et d'innovation sociale. On peut arriver aujourd'hui, moi c'est ma vision des choses, mais un collaborateur, quand il vient en entreprise, il vient avec tout son être, qui il est. Un collaborateur, il ne se résume pas qu'à juste ses fonctions. Et souvent, le mythe de la séparation vie privée et vie pro, c'est un mythe illusoire. On est un être humain, toutes les expériences qu'on vit, on les collecte, on les emmagasine, on a des petits traumas, des gros traumas,
Et on emporte ça chez nous, nos bagages à la maison, et nos bagages qu'on a à la maison, ce qu'on vit chez nous, on l'amène au bureau. Donc ça serait illusoire pour l'entreprise de dire ce n'est pas notre rôle et on prend pas la dimension de qui est le collaborateur dans sa fonction. C'est pas possible. Et c'est très justement un point clé qui fait qu'aujourd'hui les organisations passent à côté, à mon sens, euh, de signaux faibles par rapport à des personnels qui sont en souffrance, ou même, et je vais aller sur le côté positif, des potentiels inconscients que les collaborateurs développent dans la sphère privée, mais comme ils ont répondu à un poste, ils sont restés dans le cadre de la fiche de poste et de la fonction, et ne parlent pas en fait de ce qu'ils développent à côté. Et donc l'entreprise passe à côté de potentiels inconscients qui peut exister. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est important de faire tomber ces tabous. Ce n'engage que moi, c'est ma vision, mais c'est de considérer l'être au-delà de la fonction d'un collaborateur. Et plus on va aller vers ça, plus on va construire des organisations qui sont humainement plus responsables, plus, à mon sens, plus valorisantes, plus pérennes. Et ça permettra de faire diminuer le turnover et puis d'inciter les collaborateurs aussi à rester de plus en plus parce qu'ils viennent retrouver un cadre où il y a une vraie considération de qui ils sont avant de ce qu'ils font. Et c'est ça l'enjeu majeur aujourd'hui, à mon sens. Donc bien évidemment, voilà, le développement personnel, il est bien dans les objectifs QVCT, RSE et innovation sociale. Il est mesurable via des indicateurs, on en a parlé. Et le développement personnel, ce n'est pas qu'une affaire de yoga au bureau. C'est apprendre à faire équipe d'abord avec soi-même pour mieux faire équipe avec les autres. C'est ça la clé aujourd'hui. Euh, Plus on va aller dans ce sens-là, plus les relations, à mon avis, dans les entreprises vont s'améliorer. L'existence, le sens, plus on va amener les collaborateurs à vouloir rester. Voilà. Alors, tout ça, ça mène vers une culture transformatrice d'entreprise. Pardon, une culture d'entreprise transformatrice. Peut-être c'est un lapsus, mais voilà. Donc il ne s'agit pas juste d'ajouter une formation ou un atelier par-ci par-là à la marge. C'est pas ça. Ça se réduit pas à ça. Pour moi, on parle de changer la culture. Et donc ça passe par de l'injonction de performer. C'est souvent ce qui est demandé dans les entreprises, hein, d'être performance. Il y a toujours ce mot de performance, à la notion de capacité d'épanouir. Ça, c'est super important. Pour moi, les entreprises, elles doivent faire cette bascule. C'est un lieu, avant tout, d'épanouissement de l'être humain. Et plus on va aller vers la capacité d'épanouir vers l'être humain, plus il va y avoir de résultats en termes de performance économique et financière. Et souvent, on met la charrue avant les bœufs. Changer la culture d'entreprise, c'est aussi de passer de la hiérarchie à la responsabilité. C'est donner beaucoup plus de latitude, sortir d'une approche pyramidale, cloisonnée, sclérosante, et d'aller vers beaucoup plus d'initiative, d'acceptation de la prise de risque pour libérer l'innovation, et aussi d'avoir un partage de la réflexion et partir d'une logique où le manager est comment je pourrais dire, un émulateur, un facilitateur, voilà, pour faire émerger une cohésion d'équipe, des innovations, un fonctionnement. Et souvent, en fait, on n'a pas appris à ces lignes managériales à faire tout ça. Parce que c'est difficile, parfois c'est inné, certains s'en sortent bien, parfois c'est pas inné, donc c'est important d'avoir un training, un accompagnement des managers à cette dimension-là. Et de passer du contrôle au dialogue vivant. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Alors tout ça, ça passe par plein de choses. Par des chartes de sens, par exemple, des dispositifs d'écoute réellement actives, je précise, c'est important, et puis des leaders exemplaires dans leur chemin personnel. Plus on va avoir des managers qui rentrent dans cette dimension du développement personnel, qui osent en parler, faire un retour d'expérience,
d'expliquer en fait qu'est-ce que cela leur apporte au quotidien, plus ça va inciter les collaborateurs à suivre cet exemple, à oser en parler, d'avoir des points d'échange avec leur manager autour de cette dimension, de parler aussi, et c'est pas un gros mot, mais on parle d'ouverture de conscience, de spiritualité au travail. Alors bien sûr, il faut déconnecter la spiritualité du phénomène religieux, c'est encore autre chose. Mais le leadership spirituel, transformationnel, etc., ce sont des nouvelles approches qui donnent beaucoup plus de hauteur, beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de sens dans la dimension managériale et aussi dans la relation au travail pour tous les collaborateurs. Donc le message fort à faire passer, c'est que plus une entreprise investit dans l'humain, plus elle devient résiliente, attractive et innovante. Alors je parle beaucoup, vous avez vu, donc je vais faire une petite conclusion parce que voilà, l'idée c'était d'ouvrir à cette notion de développement personnel en entreprise. Donc pour conclure, je dirais que le développement personnel appliqué à l'entreprise, ce n'est pas un gadget. C'est vraiment un changement de paradigme. Et je dirais aussi que, comment je pourrais le formuler? Mais que c'est intégré que la transformation des organisations, elle passe d'abord par la transformation intérieure des femmes et des hommes qui la composent. Voilà, tout simplement. Et ça, dans les... je ferai un petit spécifique là-dessus, mais aujourd'hui on sait, la science a montré qu'il y a des... je vais essayer d'utiliser des termes simples, mais il y a des lois de résonance. Un collectif est un effet miroir à la proportion de ce que les hommes et les femmes font comme transformation intérieure. Et ça, c'est important. Donc, plus on va investir sur une transformation intérieure, voilà, et un accompagnement à cette transformation intérieure, plus le collectif et toute la systémique et les constellations systémiques, les synergies qui se font, qui s'imbriquent, vont évoluer. C'est important. Alors ça passe bien évidemment par le leadership, par une impulsion au plus haut niveau des conseils d'administration, des boards. Mais souvent, en fait, ça s'arrête là. Et c'est important d'aller le dupliquer à toutes les strates, à tous les niveaux, sur le management intermédiaire et tous les collaborateurs. Et de travailler, moi, c'est mon approche, hein, mais de manière par petits pas. De proposer à des collaborateurs de mener une expérimentation, voilà, une expérience autour du développement personnel d'entreprise, de faire un petit échantillonnage avec des collaborateurs qui pourraient se porter volontaires pour expérimenter de nouvelles approches de connaissance de soi, de meilleures relations avec les collaborateurs en utilisant des outils de développement personnel. Donc ça peut être super intéressant. Et puis quand il y a l'échantillon, bien évidemment en faisant un feedback, hein, avec un comité de pilotage, donc avoir un vrai projet structuré autour de ça. De mettre des outils modernes, alors moi j'adore ça, mais la radio, les podcasts, et pour faire témoigner ceux qui ont participé à ce challenge, hein, à cette expérimentation dans l'entreprise, pour donner envie à ceux qui veulent y aller ou qui étaient hésitants, mais justement d'y aller. De parler aussi en toute transparence des difficultés qu'il peut y avoir, parce que il y a forcément des freins, des limites, et il y en a, et de voir comment on peut les contourner. Donc voilà, c'est un vrai projet d'entreprise. Et puis quand on voit qu'il y a une émulation, eh bien on étend l'échantillonnage, et puis on travaille sur des socles d'acculturation avec des connaissances de qui on est, comment fonctionnent les neurosciences appliquées au quotidien. L'arborescence cérébrale, les reprogrammations qu'on peut y avoir. Aujourd'hui, on a beaucoup de matière qui est amenée par la science. Il reste beaucoup de choses encore à apprendre, mais on a beaucoup de matière qui permettent de construire un socle commun de connaissances qui peut être dupliqué, partagé pour les collaborateurs. Donc, alors, je vous laisse sur toutes ces réflexions. Certainement, ça va titiller votre curiosité. Et je vous laisse avec cette question. Quelle part de vous est au service de votre fonction? Et quelle part de votre fonction est au service de qui vous êtes? Vous avez 2 heures. Je rigole. Donc c'est presque, on a la frontière d'un sujet philosophique et mais appliqué à l'entreprise. Donc pensez-y à ces questions. Je vous la répète.
quelle part de vous est au service de votre fonction et quelle part de votre fonction est au service de qui vous êtes. Dans le prochain épisode, on parlera de leadership conscient et d'intelligence collective, quand les égos se mettent au service du vivant. Alors je vous dis à très bientôt dans Capital Humain 3.0. J'ai pris beaucoup de plaisir à partager ce podcast avec vous et au plaisir d'échanger. Contactez-moi si vous voulez par les moyens que vous connaissez pour qu'on puisse aller un petit peu plus loin ensemble. À très bientôt! Merci d'avoir embarqué avec moi dans Capital Humain 3.0. Si cet épisode vous a inspiré, partagez-le et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains. On se retrouve très vite pour explorer ensemble d'autres façons de remettre le potentiel humain au cœur de la transformation. À très bientôt et d'ici là, faites battre le cœur de vos organisations.